bonjour, bienvenue dans Femmes d'Exception. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Lacorcam. Bonjour. Donc Bonjour. Vous êtes journaliste et vous avez réalisé un documentaire qui vient de sortir en DVD sur les pas de Sœur Emmanuelle. Donc alors, ce documentaire, vous êtes allé à la rencontre en fait de 4 femmes dans 4 pays différents qui sont finalement, ces femmes, la relève de Sœur Emmanuelle dans ces pays. Donc il y a 4 pays. Vous pouvez nous dire déjà tout d'abord pourquoi vous avez réalisé ce documentaire? Eh bien, tout simplement, comme vous l'avez dit... Pas complètement. Pas complètement encore, parce que ça voudrait dire que ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble, ce qui est pas le cas. En fait, moi, j'ai rencontré, comme beaucoup de journalistes à l'occasion d'interviews diverses, un jour, j'ai rencontré Sœur Emmanuelle. À l'époque, je travaillais à Radio France et je l'accueillais pour ses 95 ans. Et quand je reçois Sœur Emmanuelle, vous connaissez la personnalité de cette femme. Ouais. Donc, bien sûr, elle tutoie tout de suite, elle met en confiance et elle me dit, écoute, Hélène, moi, j'ai pas du tout envie qu'on parle de moi. J'en ai assez que les journalistes parlent de moi. C'est pas intéressant. Et puis, surtout, les journalistes ont une fâcheuse tendance à omettre ce pourquoi je suis là et ce que je fais depuis X années. Et bien avant même de prendre ma retraite, c'est-à-dire, c'est mon ONG. Moi, la première, même journaliste, comme quoi, des fois... On est loin, très très loin de la perfection et de tout savoir. On apprend tous les jours. Hein. Et je lui dis, votre ONG, Et donc elle m'explique en fait qu'elle a créé une association qui a maintenant, à l'époque, avait déjà 25 ans. Oui, c'était dans les années 80. Enfin, voilà, c'est ça, en 1980. Et je lui dis, mais on ne connaît pas votre association, on ne connaît pas votre ONG, on vous connaît vous. Et donc, alors c'est vrai, on fait l'interview, on parle de son association. Et je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'en fait, Sœur Emmanuelle est extrêmement connue, populaire, aimée, choyée, si j'ose dire, dans les médias en France et en Europe, mais on ne connaît pas Asmae. Qu'est son association? Qu'est son association? Alors, je dis, il y a 2 raisons. Soit les médias font mal leur boulot, et ce ne serait pas la première fois que ça arriverait. Et nous, journalistes, et je me mets dedans vraiment, on est des fois, vous savez, on a 2 neurones et demi, on voit une personnalité, on parle de la personnalité, on fait abstraction de ce pourquoi elle existe. Soit il y a quelque chose... peut-être communiquer voilà, aussi. Hein. C'est vrai peut-être quelque chose qui ne va pas. Donc, la meilleure façon de savoir, quand on est journaliste, c'est d'aller sur place. Donc, je décide de partir sur place et de choisir, parce qu'il y a 8 pays d'intervention. Asmae intervient dans 8 pays. Je décide, alors c'est vrai qu'au départ, je voulais tous les faire. Ouais. J'avais 2 mois, donc bon, je suis vite retombée en disant oui, ça ne va pas être possible, effectivement. Exactement, et j'ai choisi avec Raoul Nguyen, qui est le président d'Asmae, 4 pays, pour aller voir un peu le travail d'Asmae. Et j'ai rencontré dans ces 4 pays, comme vous le disiez, 4 coordinatrices, puisque dans chaque pays, en fait, pour expliquer un peu, Asmae, et je le précise tout de suite, est une association, est une ONG laïque. C'est important, parce que c'est vrai que comme on associe à Sœur Emmanuelle, on se dit tout de suite, on rapproche ça évidemment à la religion, alors que pas du tout. Hein. C'est bien effectivement de le dire, voilà. Mais c'est un vrai problème. Et moi, autour de moi, quand je préparais l'émission, effectivement, on m'a dit ah mais c'est une association alors religieuse. J'ai dit absolument pas quoi. C'est laïque et ça, c'est vrai que c'est important de le dire parce que ça peut freiner, on va dire, certaines personnes, alors que finalement c'est pas. Je crois que ça peut freiner beaucoup de personnes. Je crois que ça peut aussi desservir l'association. L'association. J'allais dire, derrière le voile, il y a une femme. Cette femme. Voilà. Elle s'est engagée, c'est vrai, dans la religion et elle a une foi merveilleuse. Je souhaite à chacun d'avoir cette lumière qu'elle a dans les yeux. Aussi qui est incroyable. Et ce don naturel qu'elle a de se poser sur le chemin de chacun. Et moi qui ne suis pas du tout, alors pour le coup, ni dans la religion catholique, ni quoi que ce soit, j'ai été, j'allais dire, presque bluffée, réellement. Je souhaite à chacun d'avoir ça. En revanche, l'association est laïque, il n'y a aucun c'est pas du tout lié à la religion. Par ailleurs, elle l'avait fondée d'ailleurs quand elle était à la retraite. Donc ça montre bien effectivement qu'il y avait elle avait cessé ses activités. Et c'est à l'âge où elle devait prendre sa retraite qu'elle a fondé cette association. Donc c'est encore un autre pan de sa vie. Oui, donc effectivement, alors on repart sur Asmae, les 4 femmes. Donc c'est 4 femmes, vous êtes allées à leur rencontre. Alors, ce projet, ça n'a pas dû être quand même facile à mettre en place, parce que je crois qu'il y a pas mal de gens qui n'y croyaient pas en votre projet. Oh, merci. Cela étant dit, moi, j'ai regardé le DVD, c'est magnifique. Hein, donc, je suis ravie que ce projet ait eu lieu finalement, parce que c'est bluffant. Voilà. Et puis, ça remet un peu les pieds sur terre aussi. On se rend compte qu'on a beaucoup de chance d'être là. Donc, c'est vraiment à voir de toute urgence, je pense. Donc, on revient. C'était une petite digression. Non, mais c'est vrai, vous le disiez à l'instant, c'est vrai
et que peu de gens y ont cru, mais parce que, au même titre qu'aujourd'hui, on se bat. Enfin, moi, c'est vrai que je me bats pour qu'on en parle et qu'on n'attende pas que Sœur Emmanuelle. On va être très. Excusez-moi, je vais être très direct. Plus là. Sœur Emmanuelle, elle rentre dans sa 99e année. Hein. Donc voilà. C'est une femme de 99 ans. Aujourd'hui, les dons de l'association ont chuté. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit plus Sœur Emmanuelle. Plus, oui. Donc on ne parle pas de son ONG. Si les dons chutent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Sœur Emmanuelle disparaît et que Dieu lui prête vie aussi longtemps que possible, mais si Sœur Emmanuelle disparaît, les dons vont s'arrêter. Et c'est des milliers d'enfants et des milliers de familles qui ne vont plus avoir la possibilité de s'en sortir. Moi ça je ne peux pas l'accepter. En tant que citoyenne, c'est citoyen. Là on n'est même plus dans le journalisme, on n'est plus dans l'enquête, on n'est plus dans quoi que ce soit, c'est citoyen. Nous, occidentaux, nous avons énormément de chance. On a des problèmes comme tout le monde, je suis d'accord, la vie est loin d'être bleu, rose pour tout le monde, d'accord. Moi, en tant que citoyenne, je ne peux pas accepter que quelqu'un à côté de moi, que ce soit à ma porte ou aux frontières, ou à 2 heures d'avion, ou à 3 heures, ou à 6 heures d'avion, ou à l'autre bout de la planète, ne mange pas. Je ne peux pas supporter de savoir que des enfants vont mourir. Quand on dit que des enfants meurent du palu toutes les 30 secondes, c'est pas une vue de l'esprit. C'est pas une vue de l'esprit. Moi, j'ai été témoin de choses que je n'ai pas mis dans ce film, parce que je pense qu'on ne pouvait pas... Enfin, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter dans le témoignage, ou en tout cas dans l'image. Je ne dis pas qu'il faut... mais de temps en temps, il faut pouvoir s'arrêter. Alors, c'est vrai que... vous allez peut-être me trouver un peu... Oui, je suis extrêmement en colère. Je suis en colère qu'on soit obligé aujourd'hui de se battre pour qu'on parle du travail de cette femme qui a fait un boulot extraordinaire et qu'on soit obligé j'allais presque dire de faire la grande prière devant Mamamouchi devant le grand Mamamouchi pour arriver à ce qu'on en parle. Donc, ce qui me permet d'ailleurs de vous remercier pour votre invitation, ce que je n'ai pas eu l'occasion de faire au début. C'est moi qui vous remercie, mais c'est vrai aussi que non seulement il y a tous ces enfants-là, mais c'est aussi nier tout ce qu'elle a mis sur place, parce que si son association s'arrête, c'est aussi 25 ans, 27 ans, 30 ans d'implantation dans des pays, donc il fonctionne, parce qu'on voit bien qu'Asmae fonctionne dans le pays avec les organisations locales. C'est tout ça aussi qui s'éteint. Au-delà, en plus de ces enfants, c'est aussi tout un travail d'une seconde partie de vie, on va dire, qu'elle a donné avec cœur, qui s'éteint avec elle. Et c'est aussi important de le dire, parce que vous le dites dans votre reportage, si vous aimez Sœur Emmanuelle, finalement, c'est aussi... faut faire perdurer son association, parce que c'est ce qu'elle souhaite par-dessus tout. Ce que j'aime dans Sœur Emmanuelle et ce que j'aime dans son ONG, dans Asmae, c'est le principe d'action d'Asmae. C'est-à-dire qu'ils ont un principe qui est, j'allais dire, c'est basique, vous allez voir, j'ouvre une porte ouverte, c'est terrible. Ils travaillent dans le respect. Et le respect, c'est quelque chose, et j'en reviens toujours à... Je pense qu'en Occident, nous, on a oublié ça. On va prendre la France, juste en France. On a oublié le respect. Comptez le nombre de gens qui réellement dans la journée vous disent vraiment bonjour. Oui, c'est vrai que... Bonjour, merci, merci, voilà, simplement merci. Il y a un mot magnifique dans la langue française, c'est merci. C'est comme je t'aime, merci. C'est la base du respect d'autres. C'est le respect de l'autre. Et le principe d'Asmae, c'est ça, c'est le respect. Et vous le disiez, il n'y a pas de... Le développement, c'est quelque chose de très dur. C'est très dur d'aider, de tendre la main en sachant et en voulant surtout qu'à un moment, l'autre n'ait plus besoin de vous. Voilà. Donc on ne débarque pas en disant « nous on sait et vous ne savez pas, donc vous nous écoutez, vous faites comme on vous a dit et c'est terminé ». Et Asmae, il n'y a pas d'interventionnisme. C'est-à-dire que voilà, ils sont dans l'écoute, ils prennent le temps, ils s'installent. Comprendre les besoins. Voilà, pour comprendre, comme vous le disiez, les besoins de la population, son vrai désir, et ils les suivent, ils les accompagnent. Il n'y a pas de... Les 4 femmes que j'ai rencontrées, que ce soit en Égypte, au Burkina Faso, à Mani, en Inde, il n'y a pas de misérabilisme dans leur façon d'agir. Elles ont entre 25 et 30 ans, elles sont très jeunes, vous l'avez vu, elles sont déterminées, elles travaillent, mais... Moi, ce que je vous propose peut-être, puisqu'on parle de ces femmes, c'est de voir un extrait du DVD, bien justement, sûr, où on voit ces 4 femmes, et puis après, on reparle de ces femmes. D'accord. La relève existe. C'est pas qu'elle est dans les nuages, la relève. C'est pas une question d'imagination.
Elle existe et de quelle manière? Maintenant, il faut la faire connaître. Pour mieux comprendre le paradoxe entre la grande popularité de Sœur Emmanuelle et le peu de renommée de son association, j'ai décidé d'aller à la rencontre de 4 personnages clés de l'action d'Asmaë à l'étranger, les coordinatrices. Ainsi, j'ai rencontré Églantine au Burkina Faso, Marie en Égypte, Kristana en Inde et Juliette aux Philippines. C'est vraiment l'esprit de Sœur Emmanuelle qui règne à Asmaë, de tendre une main vers l'autre pour qu'il puisse se lever et pas le maintenir dans sa position en lui disant « mon pauvre petit, vraiment, ça va pas très bien ». Alors on le disait tout à l'heure, donc Asmaë, l'association de Sœur Emmanuelle est présente dans 8 pays. Vous avez fait le choix de suivre 4 coordinatrices, donc dans 4 pays différents. Alors comment s'est fait ce choix? Presque, j'allais dire par hasard, on l'a fait avec Traoré Nguyen, donc le président d'Asmaë, en se disant... Alors, le Caire, évidemment, puisque c'est là où est née l'association a été Asmaë, c'est le cœur d'Asmaë. Exactement. Et puis après, c'était par rapport aux différentes actions d'Asmaë. Au Burkina, parce que c'est vrai que j'allais dire, c'est un travail tellement difficile qu'ils exercent là-bas. Parce que c'est tellement dur, et en même temps, cette terre est tellement envoûtante et tellement prenante. Mais la misère y est sournoise. Donc voilà, on a choisi le Burkina pour le travail que fait là-bas et que faisait Églantine. Mani, parce que c'est l'un des plus grands scandales qui existent. Et quand je le dis, j'essaye de ne pas me retenir pour ne pas attraper cette table et la mettre à l'autre bout du studio. Parce que c'est vrai que Mani, on en a parlé pendant X années, il y a 10-15 ans, quand on parlait du tourisme sexuel, les enfants des rues de Mani avaient... Alors c'est vrai à l'époque, entre 10 et 12 ans, 15 ans. Aujourd'hui, les enfants de Mani sont, au total, aux Philippines, il y a 1,5 million d'enfants des rues. C'est énorme. Et à Mani, ils ont entre 0 et 3 ans. Ce sont des bébés. Ils vivent dans la rue. Ils sont victimes de tout ce dont on peut être victime dans la rue. C'est l'un des plus grands scandales. Et on n'en parle pas. Et il n'y a pas d'ONG d'intervention directe dans la rue, dans les rues de Mani. Effectivement, oui, puisqu'à un moment donné, dans votre reportage, on voit justement ces enfants dans des rues. Et une la personne qui est là-bas en place, Juliette, voilà, dit, parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui essaye de soigner un enfant, il dit, mais c'est pas son rôle, c'est un rôle d'éducateur. Donc on va appeler finalement Médecins sans frontières. Et Médecins sans frontières. Et on apprend qu'il y a voilà, effectivement, ils sont plus sur place. C'est tout le problème. Et on entend là, et on voit quelques photos, là, il y a des photos du Burkina. Juste, je précise, excusez-moi de faire cette parenthèse, mais elle est importante. Vous disiez tout à l'heure que ce film avait été dur au départ à réaliser. Je voudrais juste remercier, je vais oublier plein de gens, mais il y a 2 personnes qui m'ont aidé à faire ce projet, à mener à bien ce projet. Il n'y en a pas que 2 d'ailleurs. Il y a Marc Garcia, le film lui est dédié. Marc Garcia était l'un des directeurs de Radio France et c'est un homme qui a cru dès le départ en ce projet. Il nous a quittés il y a quelques mois, donc le film lui est dédié. Et sur les photos, le diaporama, la musique... C'est magnifique d'ailleurs. C'est gentil, merci. Le diaporama est avec des visages d'enfants de tous ces pays qui est vraiment... Et la musique est signée de Merwan Rim. Qui est peut-être un nom qui ne va pas vous dire quelque chose là tout de suite. Merwan Rim est l'un des chanteurs-acteurs de la troupe du Roi Soleil. C'est un jeune homme et un compositeur qui a énormément de talent, qui a une dimension humaine qui est fabuleuse. Il va bientôt d'ailleurs sortir son album et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et il est très impliqué dans les actions humaines et humanitaires. Et quand j'ai fait ce diaporama, j'en ai parlé. Et il a composé la musique, j'allais dire, dans l'heure, quoi, voilà. Et je voulais vraiment le remercier parce que voilà, ça fait partie des gens comme Bayard, enfin en tout cas comme Pèlerin et Nouveau Monde Édition qui ont permis que ce DVD existe, comme Victor Image qui l'a coproduit. Bon, vous savez, il faut toujours éviter d'oublier les gens parce que c'est vrai que voilà, sans eux, ça n'aurait pas été possible, quoi. Ce diaporama, évidemment, qu'on retrouve dans les bonus de ce DVD. Alors, on voit 4 femmes. Alors, est-ce qu'il y a des coordinatrices ? C'est plus des coordinatrices, mais est-ce qu'il y a des hommes dans les coordinateurs, justement? J'en ai pas vu, j'en ai pas croisé.
J'en ai pas croisé. Alors l'humanitaire, c'est plus féminin. Je pense que l'humanitaire, ou plus exactement le développement, il y a l'urgence, il y a le développement. Le développement, ça demande du temps. Oui, il y a une des coordinatrices qui dit on plante une petite graine et on attend de voir si l'arbre pousse. Et je trouve que effectivement, c'est vraiment ça le. Oui, donc il faut de la patience, de la l'abnégation. C'est assez féminin finalement. C'est une boutade, c'est de l'humour, ne le prenez pas mal. Mais j'ai croisé, si, on voit à un moment Christophe qui a travaillé en Inde, qui a été bénévole, c'est-à-dire il a donné 6 mois de sa vie. Hein. Vraiment, réellement. C'est pas d'ailleurs la première fois qu'il le fait, qui fait un travail fabuleux chez CID, qui est un lieu d'accueil pour les enfants dont les parents sont soit décédés, soit emprisonnés à vie, soit lépreux. Et il s'occupe, c'est vrai, de ses enfants, mais il a aidé surtout l'association dans la comptabilité, dans la gestion informatique. Voilà, c'était... Et lorsque vous avez rencontré ces femmes, qu'est-ce qui les pousse à s'engager aussi jeunes, finalement? Quel a été le déclic en général pour que elles partent à l'autre bout de la planète pour aider les autres? C'est leur métier. Oui, mais en même temps, à un moment donné, on ne choisit pas forcément... c'est comme vous le disiez, ici, on a un peu oublié toutes ces valeurs. Donc, quand on est ici, en France, on ne se dit pas un jour, tiens, mon métier, ça va être l'humanitaire. C'est vrai qu'elles ne sont pas tant, en plus, puisqu'elles sont que dans 8 pays. Donc, qu'est-ce qu'elles vous ont dit, effectivement? Parce qu'on voit aussi que chacune a un tempérament différent, forcément. Donc, elles sont beaucoup dans... dans la redistribution. C'est-à-dire, voilà, nous, on a eu de la chance. Il est normal qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Marie le dit très bien, Marie, c'est la coordinatrice que j'ai rencontrée au Caire. Elle a eu beaucoup de chance, elle le dit, dans son enfance, dans sa vie. Donc, pour elle, c'est normal de redistribuer. Mais en même temps, attention, c'est leur métier, c'est un job. C'est un métier de travailler dans le développement. On ne s'improvise pas dans le développement. On ne débarque pas en disant bon, super, je suis plein de bonne volonté, je vais faire tout ce qu'il faut pour les autres. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, attention, on a besoin de compétences. C'est pas et Sœur Emmanuelle, pardon, le dit très très bien dans la dernière interview qu'elle m'a accordée. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un cœur, même aussi gros soit-il, pour pouvoir aider, donner de son temps et non, il faut avoir, oui, c'est vrai, des professionnels. Ce sont des professionnels qui travaillent. Alors, Sœur Emmanuelle, à chaque fois, au début de chaque personne, elle commente, elle donne son avis sur cette jeune fille. Donc, elle les connaît toutes. Elle les connaît toutes. Elle est toujours, finalement, elle a toujours un regard sur... elle est plus sur le terrain, mais elle est très maternelle avec tous les gens qui travaillent... à Asmaé, que ce soit sur le terrain à l'étranger ou au siège, comme elle l'a été d'ailleurs très bizarrement avec moi. Quand je lui ai annoncé que j'allais partir, voir sur place et faire ce qu'on avait finalement jamais fait, c'est-à-dire aller voir le travail de son ONG. Elle était, alors c'est marrant parce que pour la petite histoire, je vous fais vraiment une confidence, je l'ai eu au téléphone juste avant de partir, parce que j'ai enchaîné les 4 pays en fait. Et je l'ai eue au téléphone et elle était très inquiète. Et elle me disait, mais tu sais, Hélène, non, il faut pas... Non, tu vas faire un pays, puis on va voir après et tout. Je dis, non, mais attendez, il n'y a pas de... Moi, je ne fais rien d'extraordinaire. Enfin, je vais aller témoigner. Je fais juste mon métier de journaliste, c'est-à-dire d'être le relais de ce qui se fait, de ce qui se dit. Donc, vous inquiétez pas, je ne vais pas manger n'importe quoi, ni boire. Surtout, elle avait très peur de ça. Et elle prenait donc des nouvelles régulièrement. Elle était très... Elle est comme ça. Elle s'arrête sur le chemin de chacun. Alors ça, c'est... Alors, qu'est-ce qu'être coordinatrice, justement, dans ces pays? Leur mission, c'est quoi? Excellente question. C'est un énorme boulot. Ouais, ça paraît, effectivement. C'est un énorme boulot. C'est-à-dire que dans chaque pays d'intervention, vous avez une coordinatrice ou un. S'il peut se présenter, parce qu'elles ont des missions à peu près de maximum, on va dire 2 ans. Elles peuvent renouveler, hein, mais en principe, elles restent 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, grand maximum, dans le pays. Et elles coordonnent au vrai sens du terme, c'est-à-dire que non seulement elles gèrent les dons qui sont versés aux différentes associations locales avec lesquelles elles travaillent. Elles suivent, donc, elles mettent en place des projets, elles vont à la rencontre, en tout cas, plus exactement, excusez-moi, de ceux qui ont besoin de faire avancer les choses. Elles gèrent également les chantiers de bénévoles, très important, ça, les chantiers de bénévoles au sein d'Asmaé. C'est l'une des rares ONG, d'ailleurs, qui accueille des bénévoles pendant 3 semaines, 4 semaines, qui ont envie d'aller donner... des missions assez courtes, effectivement. Et puis également les missions individuelles, qui sont là des professionnels qui viennent pendant une mission d'1 an, 6 mois, voilà. Ça peut être un enseignant, psychomotricien, ça peut être un enseignant, une ergothérapeute, comme on peut le voir comme en Égypte. C'est vraiment des professionnels, voilà. Et vous, ces femmes que vous avez rencontrées, qu'est-ce qui vous a marqué en les voyant? J'imagine effectivement plein de choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort justement de
même si elles sont toutes différentes. Elles sont toutes différentes et en même temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, elles ressemblent toutes au pays dans lequel elles sont. C'est vrai qu'elles y sont bien et je pense que ça, c'est important, effectivement, Elles y sont bien. Pour pouvoir aller vers l'autre et comprendre l'autre, il faut quand même être bien là où on est. Et ce qui m'a marqué, c'est pas que ça m'a marqué, elles m'ont bluffé. Elles m'ont bluffé. Elles ont, on le disait, entre 25 et 30 ans. Elles sont performantes, intelligentes. Elles ne flanchent jamais. Elles travaillent 7 jours sur 7. Ça, Jour et nuit, elles sont disponibles. C'est bluffant. Et est-ce qu'il y a eu un pays où ça a été plus difficile de venir avec sa caméra, en tant que femme en plus, pour justement témoigner de la misère de ce pays? Parce qu'on... Moi, j'ai ma petite idée quand je vous pose ma question, mais vous... En Égypte. Voilà. C'est vrai qu'on sent qu'il y a, dans certains pays, alors c'est peut-être aussi l'intérêt du choix de ces 4 pays différents, mais il n'y a pas forcément la même volonté. Peut-être pas, c'est pas le mot, mais chacun ne prend pas conscience des mêmes choses. C'est vrai qu'il y a un pays où on a le sentiment qu'effectivement il y a une grande prise de conscience et du coup, c'est entre guillemets plus facile d'arriver à... Je dis bien entre guillemets plus facile, parce que sur le terrain, le travail est très difficile, mais puis il y a d'autres pays où... Vous savez, je crois qu'on n'a jamais envie que les autres montrent ce qui ne va pas chez soi. Voilà. Donc moi, je le comprends. Je comprends. Je comprends qu'on n'ait pas envie qu'un ou une journaliste vienne montrer ce qui ne va pas. Voilà, ça c'est vrai que c'était plus dur. Je le dis d'ailleurs, j'ai pas eu d'autorisation de tournage. J'ai volé les images. Je n'ai pas volé les images des gens que j'interviewe, mais voilà, j'ai essayé de le faire... réellement, j'ai essayé de le faire discrètement, mais surtout dans le respect aussi. Je suis pas dans... C'est pas... Là aussi, j'ai essayé de finalement, j'allais presque dire avec ce film... de respecter les principes d'Asmae. On n'est pas dans le misérabilisme. C'est dur, c'est difficile. Maintenant, avec Amélie, qui a fait un travail fabuleux sur le montage, on a fait attention de pas heurter. Même si, j'en reviens, moi quand je suis rentrée, ou plus exactement quand j'étais sur place, que ce soit au Burkina Faso, par exemple, dans la zone non lotie à Ouagadougou, où là, c'est... il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire que vous avez un chemin qui doit faire, on va dire, 4-5 mètres. Et ce chemin sépare deux parties de terre. D'un côté, vous avez l'eau, en tout cas des puits pour aller chercher l'eau et l'électricité. De l'autre côté, vous avez une immensité comme ça, où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Puis des espèces de baraques qui ne sont pas des baraques, qui sont des amas de terre, de tôle. Et là, des milliers d'enfants et des milliers de familles. Et il n'y a rien. À part la misère. On se sent extrêmement ridicule. Je me suis trouvée extrêmement ridicule. Il y a l'impuissance, ça c'est un sentiment qui est difficile à supporter. Ouais. Le ridicule, en tant qu'occidentale, moi je me suis trouvée, je me suis sentie au-delà de l'impuissance, vraiment ridicule. Et à Manille, avec ces enfants entre... Ouais, je vous le disais, entre 0, 3 ans, 4 ans, ils sont mangés par la gale, ils sont malmenés, ils sont mal nourris, ils sont accrochés à vos jambes. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'imagine justement que, déjà quand on voit le DVD, donc où c'est, on n'est pas sur place, on n'est pas insensible, on a envie de faire quelque chose après l'avoir vu. Donc vous, j'imagine qu'une telle aventure, ça a forcément eu des traces. On ne peut pas revenir comme on est parti. Donc est-ce que vous avez l'impression que ça a changé quelque chose lorsque vous êtes revenu et quoi? Personnellement, dans ma vie, ça a tout changé. Ça a tout changé. Ah oui, ça change. Voilà, quoi, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais vous rentrez et vous vous dites... Alors déjà, moi, je suis rentrée, j'ai trouvé ça magique que nous, on puisse se prendre une douche avec de l'eau courante et de l'eau potable. C'est magique. Vous rentrez chez vous, vous allumez, vous appuyez sur un bouton, vous avez de l'électricité. Vous avez faim, vous mangez. Le frigidaire, oui. Voilà. Ce qui est plus terrible, si vous voulez, c'est pas que ça se passe ailleurs. Parce que ce qui est plus terrible, c'est qu'aujourd'hui, ça se passe aussi chez nous. C'est ça, moi, qui me terrifie et qui me fait peur. Et ce qui me fait encore plus peur, c'est, quand je le disais, c'est voilà une ONG qui a un travail fabuleux, qui travaille intelligemment, qui fait un travail de fourmi,
qui prend le temps, avec intelligence, avec respect, avec passion. Et aujourd'hui, ce qui manque, ce sont des dons. On va être clair, pour avancer dans le développement. Justement, voilà, là, l'émission touche à sa fin, voilà. donc Asmae, à l'heure actuelle, a besoin, évidemment, Asmae a de besoin de dons, d'argent. Voilà. dons. Et d'être connue aussi. Et d'être connue, voilà. Et qu'on parle autour de nous. Qu'on en effectivement. parle. Et je crois que c'est vraiment le plus beau cadeau, je le répète, je pourrais le hurler. C'est le plus beau cadeau qu'on pourrait faire à Sœur Emmanuelle. C'est lui dire, voilà, ce que vous faites, ce que vous avez commencé, Ça va continuer. Ça va continuer parce qu'on perdurer. est là pour le faire. Et que c'est un acte citoyen, il n'y a rien de religieux. Je voudrais tellement que ça soit C'est entendu, vrai. ça. Alors, Voilà. dans Femme d'exception, on a une tradition. Votre femme d'exception à vous? Sœur Emmanuelle. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Je m'en doutais, mais j'avais envie de vous l'entendre dire. Voilà, au-delà de ma maman, c'est Sœur Emmanuelle, c'est une Écoutez, évidence. merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Donc, je le rappelle, sur les pas de Sœur Emmanuelle et puis l'association Sœur Emmanuelle Voilà. Asmae. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous de m'avoir reçu. Quant à nous, eh bien, on se retrouve lundi prochain. Et bien, bonne journée sur Direct 8. Merci. Monila,